Julien Dournian, vous êtes un spécialiste du revenu de base, vous venez d'éditer un bouquin là-dessus. Est-ce que le revenu de base, c'est pas une manière justement d'enterrer la réduction du temps de travail, de prendre acte des difficultés qui ont suivi la réforme des 35 heures et de passer à autre chose? Merci. Je crois que il y a un paradoxe en fait, parce que les personnes qui s'intéressent au revenu universel, je l'appelle revenu universel, là, et ceux qui défendent la baisse maîtrisée socialement du temps de travail, par la loi par exemple, en fait font à peu près les mêmes diagnostics, ou ont des diagnostics assez proches sur ce qu'est le travail, ce que doit apporter le travail comme émancipation, sur l'impact du progrès technique, enfin bref. En fait, partagent un certain nombre de constats et d'objectifs, mais en fait ne partagent pas forcément le moyen d'y arriver. Alors je dirais qu'entre les tenants de la baisse maîtrisée socialement du temps de travail, pour faire écho à ce que vient de dire Jean-Marie, et ceux qui défendent un revenu universel, je dirais qu'on est un peu comme dans une fratrie, entre des frères et des sœurs. Il y a une forme de rivalité, en se disant, si on fait un revenu universel, on ne pourra pas finalement organiser la baisse du temps de travail, donc il ne faut pas qu'il y ait le revenu universel, il faut prioriser et mettre le temps de travail, et à la limite on peut bien réfléchir au revenu universel. Et ceux qui pensent que le revenu universel a des avantages ou couvre un certain nombre de questions que ne couvre pas la baisse du travail, disent mais non, bon, le temps de travail on a déjà essayé, maintenant passons au revenu universel. Et donc il y a à la fois une forme de rivalité, je vous dis comme ça à cœur ouvert, parce que finalement on est entre... et en même temps, on s'aime profondément. Parce que, comme une fratrie, voilà, rivalité et amour, voilà. Et donc, je dirais que c'est un rapport de couple compliqué, avec ses hauts et ses bas, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement. Ah oui, c'est sûr. Voilà. D'abord, il y a des personnes qui travaillent à leur agencement, Patrick ici, mais d'autres. C'est-à-dire comment on peut combiner à la fois baisse de la durée légale du temps de travail et amorce d'un revenu universel. Donc on se dit que finalement, peut-être qu'on a moyen de combiner les deux. Voilà, c'était ma petite introduction, mais je pense je l'ai dit sur le ton de l'humour, mais je pense qu'il y a une forme de vérité, enfin de vérité, c'est un peu fort, mais de choses que il m'a semblé observer. Voilà. Et donc il faut de l'écoute bienveillante. Je veux dire, entre ceux qui... voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, par exemple, je ne sais pas, la manière dont Jean Gadret, par exemple, aborde le revenu universel, c'est-à-dire, c'est pas ma solution favorite, mais je laisse la porte ouverte parce qu'il y a quand même quelque chose à saisir là-dedans dans le revenu universel, et donc j'aime bien cette posture. Je ne suis pas vraiment d'accord, mais je suis bienveillant quand même avec ceux qui militent pour le revenu universel. Voilà, je ne pense pas qu'on doit s'opposer. Alors, je peux te dire quand même un mot avant de rendre la parole. Je ne vais pas faire un long exposé sur le revenu universel, pourquoi le revenu universel, etc. Je vais vous dire un mot sur il se trouve que je travaille dans la campagne de Benoît Hamon, et que donc j'ai participé à l'élaboration de ce qui sera la version finale du revenu universel d'existence. Que certains diront ce n'est pas un revenu universel et c'est une super prime d'activité, très bien. Pour moi, ce n'est pas un revenu universel tel qu'on l'imagine dans l'idéal, mais c'est beaucoup plus et que le RSA et qu'une prime d'activité, et que donc il se passe quelque chose, notamment, vous savez, donc je rappelle le principe de ce qui est proposé par Benoît Hamon, c'est un revenu universel de 600 € qui est versé à toutes les personnes jusqu'à 1,9 SMIC. C'est-à-dire qu'il n'est pas universel parce que les personnes qui gagnent plus de 2800 € bruts par mois, ou le double pour un couple, c'est pas par personne, en fait ne sont pas éligibles. Donc le revenu universel en étape 1 ne couvre pas, voilà. Mais ça couvre l'ensemble des personnes dès 18 ans, je dis bien l'ensemble des personnes dès 18 ans, étudiants, chômeurs indemnisés ou non indemnisés d'ailleurs, précaires, temps partiel. Et
donc 600 € avec une contribution de 27% sur les revenus, c'est-à-dire que ce n'est pas un gain de pouvoir d'achat de 600 € pour tout le monde. C'est le principe, comme pour la santé, hein, le taux de remboursement de la Sécu est le même pour Mme Bettencourt du médecin généraliste que pour n'importe qui, mais simplement, donc c'est j'accède au droit aux mêmes conditions, c'est ça le principe du revenu universel, j'accède à un droit aux mêmes conditions que les autres, pour avoir justement le sentiment non pas d'accéder à une assistance, une œuvre de charité, quelque chose qui stigmatise, mais un droit, comme aller voir son médecin généraliste et être remboursé. Par contre, chacun doit financer selon ses capacités, selon ses moyens. Et donc on dit à Mme Bettencourt, oui, vous avez le droit d'être remboursé au même taux de sécurité sociale de base que l'autre. D'ailleurs, c'est un taux unique, hein, le taux de remboursement. Il est unique pour tout le monde. Par contre, vous allez contribuer, ou vous devez contribuer selon vos moyens. Le principe qui a été choisi là, avec l'étape 1, c'est celui-là, 600 € pour tout le monde, et on reprend en quelque sorte, selon les revenus de chacun, 27%. Ça veut dire globalement, je gagne 1000 € bruts, on me donne 600, 1600, mais on me reprend 27% de 1000. C'est-à-dire 270 €. Et je fais le solde, et ça fait un gain. Et donc quand on fait le calcul, quelqu'un qui est à mi-temps, parce que tu parlais de maîtriser socialement le temps partiel. C'est-à-dire que, bon, pour ne pas être dans les cas anglais ou allemands. Quelqu'un qui est aujourd'hui à mi-temps au SMIC, temps partiel, gagne net 560, je dis de mémoire, 10 € brut. Net. À 1140, pardon. Avec donc première étape du revenu universel d'existence, ça lui fait un gain de 400 €. Donc elle passe à 970 €. Donc la même personne passe de 570 € à 970 €. C'est une première étape. Mais selon moi, on a franchi un premier palier. Et cette personne, je ne dis pas qu'elle est dans une situation confortable. Mais disons qu'on a sérieusement rehaussé ses conditions de vie. Son pouvoir éventuellement de négociation. Et troisièmement, vis-à-vis des autres, c'est-à-dire là je change de cas et je change de... Parce que moi c'est un peu décousu mon truc. Bref, ce que je veux dire c'est qu'on va vers une maîtrise du temps partiel, une maîtrise sociale du temps partiel. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un moyen de maîtriser la baisse du temps de travail, c'est-à-dire il y a du temps partiel, un mi-temps après tout dans la vie, si c'est maîtrisé socialement avec un certain socle de revenus, il y a des gens qui vont le choisir parce que ça laisse beaucoup de temps pour faire autre chose, mais il faut le maîtriser socialement. Et le revenu universel peut être un outil de maîtrise sociale puissant du temps partiel. Dernier point qui me semble très important, c'est que pour la première fois depuis des décennies, on recrée un droit qui va vers l'universalisation et auquel accèdent aux mêmes conditions un chômeur et un salarié. Donc le revenu, donc il y a suppression du RSA et de la prime d'activité, ce sont les deux choses qui sont supprimées dans la formule choisie par Benoît. Le reste, toutes les autres allocations sont maintenues, je le précise. APL, bourse d'études sur critères sociaux pour les étudiants. Et donc, pour la première fois depuis très longtemps, on crée un dispositif unique, qu'on soit chômeur, salarié à temps plein, salarié à temps partiel, étudiant. Et donc, demain, un chômeur qui va percevoir le revenu universel, je considère que, je pense que ça va moins le marquer socialement que de toucher le RSA. Parce qu'il sait, grosso modo, l'étude de l'OFCE qui vient de sortir, dit que cette première étape du REE, telle qu'elle est proposée, va toucher 11 millions de ménages. C'est 20 millions de personnes. Donc, être bénéficiaire d'un dispositif auquel accèdent 11 millions de ménages, 20 millions de personnes, ce n'est plus, je dis pour moi, un dispositif qui enferme l'individu ou qui marque l'individu socialement. C'est une des dimensions du revenu universel qui est non monétaire, qui ne dépend pas de sa valeur faciale, mais qui est, selon moi, fondamentale, c'est qu'on ne peut pas aider matériellement les gens et dégrader l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Voilà. Et donc il faut qu'on trouve des modalités qui renforcent pas simplement le pouvoir d'achat, mais qui renforcent l'estime de soi. Parce que, comme le dit Daniel Blake dans le dernier film de Ken Loach, qui est une phrase sublime, enfin très dure, sublime au sens où elle est forte, Daniel Blake est face à une employée de l'administration britannique, là dans le bureau,
Et alors, donc il est, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais il est épuisé par les démarches, et à un moment il lui dit, sans amour propre, on est foutu dans la vie. Voilà. Eh bien, je crois que c'est vrai, sans amour propre. Or, le RSA avait l'avantage d'aider, mais il n'allait pas vers le renforcement de l'amour propre ou de l'estime de soi.